Benjamin Netanyahou dans cette allocution que vous suivez avec nous en direct sur Reuters News. Allocution réponse à celle de Naftali Bennett que vous avez également entendue avec nous il y a moins d'une heure et que nous allons débriefer ensemble maintenant dans les GGMO. Et bonsoir à tous, c'est votre rendez-vous quotidien avec notre débat d'opinion entre Paris et Tel Aviv, les GGMO, ça commence maintenant. Et si l'on élisait le Premier ministre israélien au suffrage universel direct, Benjamin Netanyahou le réclame, vous l'avez entendu en direct avec nous il y a quelques instants, mais l'option peut-elle enfin sortir Israël de la crise politique? Le pays passera-t-il de la 4e à une 5e république? Ce sera notre premier débat au pays de Bibi. L'affaire Sarah Halimi n'est peut-être pas close. On l'apprend ce soir. Les avocats de la famille saisissent la justice israélienne au nom d'Esther, sœur de Sarah Halimi et citoyenne israélienne. Cette démarche a-t-elle des chances d'aboutir? Nous en parlerons avec nos grandes gueules. Nous parlerons aussi de ces manifestations de dimanche à Paris, Tel Aviv et ailleurs. Pourquoi l'indignation ne semble toucher que la communauté juive? Ce sera notre débat à la une. Nous y consacrerons une grande partie de ces grandes gueules Moyen-Orient. Enfin, une autre justice qui, elle, semble rassurée jusqu'à la Maison-Blanche. Le policier qui a étouffé à mort George Floyd avec son genou est reconnu coupable de meurtre. Est-ce un tournant pour l'histoire américaine? Les GGMO veulent savoir. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Bonsoir à nos grandes gueules du soir. Je salue Daniel Haïk, à nouveau avec nous, notre spécialiste politique qui reste avec nous pour analyser ce que l'on a entendu ensemble il y a quelques instants de Benjamin Netanyahou. Je salue David Antonelli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conférencier, président de l'association Corse Israël et je rappelle la sortie de votre ouvrage « Retour d'une étincelle perdue de la Corse à Israël ». Daniel Sheikh, bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France et je salue également en direct avec nous depuis Paris, Meir Habib, bonsoir, député des Français de l'étranger. Bonsoir également à Lydia Guirous, essayiste. Et je rappelle également votre dernier livre, ma chère Lydia, Assimilation, en finir avec ce tabou français aux éditions de l'Observatoire. Les présentations étant faites, entrons tout de suite au pays de Bibi. Alors, la 5e République en Israël, est-ce pour demain? Un mois s'est écoulé depuis les élections et Israël n'a toujours pas de gouvernement. Il reste à Benjamin Netanyahou 13 jours pour former sa coalition. Mais s'il n'y arrive pas, une nouvelle option fait son chemin. Il l'a encore détaillé il y a quelques instants. Et élire directement le Premier ministre pour sortir le pays de la crise. Daniel Haïk, je vais tout de suite me tourner vers vous. Netanyahou le rabâche, l'a répondu ce soir à Naftali Bennett qui l'a presque menacé il y a un petit peu moins d'une heure en lui disant finalement s'il n'y a pas de gouvernement dans les prochains jours, je ferai autre chose, j'irai voir ailleurs. Est-ce que cette option d'élire le Premier ministre au suffrage universel est réaliste et peut, par là même, disons-le aussi, sauver Benjamin Netanyahou? Alors d'abord, il faut essayer de comprendre ce que veut dire Benjamin Netanyahou. Quand il veut dire une option des élections au Premier ministre au suffrage universel direct, il veut dire une chose. On n'arrive pas à nous départager avec le système proportionnel actuel. Il y a une sorte de parité, on n'arrive pas à former une coalition majoritaire. Moi, ce que je veux, eh bien, c'est que le peuple parle. Le peuple n'a pas parlé au niveau des partis, qu'il parle au niveau des hommes qui décident. Si Benjamin Netanyahou, si moi, en tant que Premier ministre, avec 30 mandats, je peux être le Premier ministre élu au suffrage universel direct, ou bien si c'est Naftali Bennett, ou bien si c'est Yair Lapid, on verra. Les résultats de ces élections détermineront qui le peuple veut voir à la tête d'un gouvernement israélien. C'est ce que veut dire Benjamin Netanyahou. Et il dit au passage, il tacle Naftali Bennett en disant je rappelle que vous avez eu 7 mandats alors que mon parti a eu 30 mandats. Sous-entendu, vous, au suffrage universel direct, vous ne remporterez rien. Vous n'irez pas loin. C'est un petit peu ça. Vous n'irez pas loin, ni vous, ni Lapid, ni Guidon Saar. C'est un peu ce que veut dire Benjamin Netanyahou. Est-ce que c'est réaliste maintenant? C'est très peu probable. Parce que, d'abord,
la première condition, c'est qu'il faut qu'il y ait une majorité absolue pour réformer le système actuel, le système électoral actuel. Il faut amender une loi fondamentale, il faut une majorité absolue, 61 députés. Or, pour l'instant, cette majorité, elle n'existe pas. Benyamin Netanyahou a au moins besoin de Naftali Bennett, c'est la raison de son appel à Naftali Bennett, si l'on peut dire ce soir. La deuxième option, c'est que on est un peu dans le domaine de l'absurde. Benyamin Netanyahou dit, pour éviter de 5e élection aux Israéliens, on va faire une 5e élection, parce que c'est envers et contre tout. Une 5e consultation électorale. Voilà. C'est comme les élections pour le poste de président de la République en France. Hein. C'est un peu une élection au suffrage majoritaire. Ça, c'est le troisième. Et puis, le troisième point, c'est que finalement, disons que Benyamin Netanyahou est élu. Il prouve qu'il est l'élu du peuple. Qu'est-ce qui va changer? La constellation politique reste la même au niveau du Parlement israélien. Il n'aura pas plus de majorité. Donc, on peut comprendre pourquoi Benyamin Netanyahou est très adepte de cette solution, parce qu'en 1996, c'est cette solution qui lui avait permis de venir pour la première fois au pouvoir. Premier ministre élu au suffrage universel direct face à l'époque à Shimon Peres. On se souvient de cet écart de 30 000 voix qu'il avait projeté donc au pouvoir. Et donc Benyamin Netanyahou, je ne vais pas dire si c'est sur la fin de sa carrière, mais en tout cas, aujourd'hui, revient à ce qui a fait son succès à l'époque. Aux fondamentaux qui l'ont fait venir au pouvoir. Et en ce moment même, vous voyez d'ailleurs sur ces images, Netanyahou continue de répondre à la presse. Daniel Sheikh, c'est une tentative ultime de Netanyahou pour essayer de montrer qu'il garde la main? Non, il ne garde pas la main. À mon avis, ça projette plutôt une lourde pression devant un échec qui lui semble presque inévitable. Il lui reste 13 jours. Il faut quand même dire que c'est un exercice qui a déjà été essayé, comme l'a mentionné Daniel Haïk, et qu'il a été jugé par tout le monde comme un énorme échec qui a mené justement à l'éclatement du paysage politique, à l'éclatement des grands partis et leur diffusion dans des petites listes, parce que les gens se sont dit, ma foi, puisque c'est pas mon parti qui va choisir le Premier ministre, je peux voter pour des petits partis sectoriels, etc., selon mon sentiment. Mais là, on leur demande autre chose. On leur demande de choisir l'homme qui dirigera le pays. C'est pas la même chose. Si, mais c'est pas la même démarche quand on va mettre son bulletin dans l'urne. La même démarche, c'est de choisir séparément le Premier ministre et la Knesset, dans deux votes différents. Le système israélien n'y est pas adapté. Je pense, comme Daniel Haïk, qu'il n'y a aucune chance d'avoir la majorité, parce qu'il y a une mémoire ici d'un grand échec de cette... Et d'ailleurs, la loi qui avait annulé cette tentative a été massivement votée par le Likoud et par, à l'époque, le Parti travailliste, qui était le grand parti d'opposition, parce qu'ils ont compris que cela bouscule complètement le paysage politique. Mais il y a quand même encore un point, oui. C'est que essayer de changer les règles du jeu simplement parce qu'on n'arrive pas à gagner selon les règles actuelles, ça me paraît un peu minable. Alors ça fait partie du débat. Meir Habib, je vous entends là-dessus. Parce que Daniel Haïk disait tout à l'heure, au fond, c'est ça ce qui a permis à Netanyahou de venir au pouvoir dans les années 90. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est sa seule solution pour y rester? Benjamin Petrover. Je ne sais pas de quoi vous parlez, je sais pas, j'étais très surpris d'ailleurs des commentaires de Daniel Haïk qui sont pas du tout à mon avis à leur place. On voit bien qu'il y a eu 4 élections. Là aujourd'hui il ne s'agit pas de refaire des élections pour la Knesset. La Knesset elle reste telle qu'elle est. Les gens veulent se débarrasser de Netanyahou alors qu'ils le fassent par les urnes. Il y aura des élections directes. Et quoi qu'il arrive, le résultat s'imposera à tout le monde. Et si Netanyahou doit rentrer à la maison, il rentrera immédiatement à la maison. Ça s'appelle, vous savez comment ça s'appelle? De la démocratie. Et avec 50,1%... Je suis désolé, on ne peut pas changer les règles du système simplement parce qu'on n'arrive pas à Attendez, laissez juste terminer, Daniel. Je serai le premier. Ah bon, ça qu'on n'arrive pas, il a 30 mandats. Vous voulez aujourd'hui mettre quelqu'un qui a 7 mandats ou 6 mandats Premier ministre, ça vous dérange pas par haine de Netanyahou, d'aller contre, alors qu'il a aujourd'hui la droite à 65 mandats. La gauche... Mais il ne le soutient pas, que faire? Ah bon, 11 mandats, mais on devrait, et attends, je compte même pas Lieberman, on sait pas où est Lieberman, c'était la terreur. Non, ils sont tous contre le Likoud, je suis désolé, on sait très bien où est Lieberman. Alors aujourd'hui, il y a une chose aujourd'hui à faire, à demander au peuple. Le peuple est souverain. Il n'y a pas plus beau que la démocratie. Et je vous dis, moi, le premier qui a mis Netanyahou, qui considère qu'il a un talent qui est
bien supérieur à tous les autres, mais je vois ça extérieurement, mais pour être dans l'arène politique française, je sais de quoi je parle parce que le monde entier nous l'envie, mais ça c'est un autre débat. Je dis simplement, ça suffit encore, on va pas faire un nouveau scrutin, on va demander aux Israéliens de trancher par une question très claire, il y aura 2 candidats, que tous les gens adversaires à Netanyahou mettent un candidat. Un seul contre Netanyahou, qui sera le candidat de la droite, et s'il perd, et ça se trouve, il va perdre. Et il rentrera à la maison. Et moi, le premier, je dis, ah, Bibi, ça y est, tu as perdu. C'est ça la démocratie. Il faut que tu rentres à la maison. Mais alors, à ce moment-là, on n'a pas peur des urnes. Mais Rabib, Premier ministre ou 7 mandats, avec une chakchouka générale de l'extrême gauche à l'extrême droite, avec les partis. Vous l'avez dit au moment de l'élection, vous avez parlé de cette chakchouka. Mais Rabib, on va passer la parole. On va passer la parole. David Antonelli, est-ce qu'au fond, ce qui sera un référendum pour ou contre Bibi, parce que ça revient à ça. Si on fait des élections directes, est-ce que c'est ça qui permettra peut-être de sortir Israël de la crise politique ? Peut-être. Alors, il y a une chose que je voudrais dire et recadrer les choses sur cette peut-être nouvelle élection. Une chose qui est claire, si on observe quand même le déroulement et même les anciennes élections, on voit quand même que Benjamin Netanyahu, quand le venant, arrive toujours en tête, et même largement, par rapport au premier parti, on va dire le parti d'Yair Lapid, il y a quand même le double au niveau des mandats. Il a 30 mandats. Il a besoin d'une majorité. Il a besoin d'une majorité qui finalement... Il ne la trouve pas, déjà pour la 5e fois, la 4e fois. Il n'a pas trouvé de majorité parce que je pense que le problème n'est pas Benjamin Netanyahou. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se trouve dans une impasse par rapport peut-être au système, tout simplement à la proportionnelle qui est en Israël. Qui aujourd'hui, voilà, il y a un système et tout le monde le sait. Je termine juste. Attendez, Meir, on passe la parole. Meir Habib, s'il vous plaît, passons la parole. Attendez, David Antonelli. David Antonelli, allez-y. Voilà, la réalité, là, il était parfait. La réalité, c'est que Benjamin Netanyahou, il a 30 mandats. Il est largement devant Yair Lapid, qui en a 18. Et on voit que l'ensemble des partis de droite, que ce soit les partis religieux, que ce soit les autres partis, ils veulent une coalition avec Benjamin Netanyahu. Et surtout le peuple d'Israël. On voit que les Israéliens, chaque fois, Ce n'est pas vrai. Il y a une majorité de partis qui ont dit « Nous ne voulons pas Benjamin Netanyahu ». S'il y avait une majorité, il aurait formé un gouvernement. Il n'a pas une majorité. Il n'a pas une majorité. C'est la 4e fois. Oui, mais Daniel Sheikh, la question ce soir, c'est si on change de mode de scrutin, est-ce que ça permettra un tout petit peu de stabilité ? En tout cas, je souhaite que peut-être cette solution, cette idée fera débloquer les choses. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que dans cette Knesset, il y a 70 députés qui sont à droite. Donc le reflet de la majorité du peuple. Mais ils veulent changer. Mais même on peut être à droite et ne pas soutenir Netanyahou. Vous arrivez à imaginer ça? Il y a des gens de droite qui trouvent que ce n'est pas une bonne chose qu'il soit un nouveau Premier ministre. Aujourd'hui, un parti arabe et soutient Netanyahou. Mais vous avez un parti islamiste aujourd'hui qui soutient Netanyahou. Avec les partis islamistes, Attendez, qu'on puisse s'entendre. Mais Rabib. Je dis à Daniel Sheikh. Ah, mais par contre, les partis islamistes dans la coalité, c'est extraordinaire, Daniel Sheikh. Non, mais je suis tout à fait pour. Moi, je suis parfaitement pour. Mais dès qu'ils veulent soutenir Netanyahou, ils comptent pas. C'est vous qui avez cachirisé les partis islamistes. Moi, je suis entièrement en faveur de les intégrer dans une coalition. Vous êtes pour un parti islamiste, c'est parfait. Je suis pour une majorité qui est légitime. De Netanyahou vous aveugle. Et le problème, c'est que vous êtes battu élection après élection, la gauche. Avec les islamistes, c'est pas la gauche qui a flirté avec eux. Alors, c'est Netanyahou. S'il vous plaît, messieurs, attendez, un tout petit peu de calme. Meir, je vous redonne la parole juste après. Je ne comprends pas comment un démocrate... On vous a entendu Meir Habib, on a entendu Daniel Sheikh, on a entendu David Antonelli, j'aimerais entendre aussi Lydia Guirous. Parce que ce que l'on voit ce soir, et ce que l'on entend ces derniers jours, ma chère Lydia, ce que l'on entend ces derniers jours avec cette proposition qui émane de Benjamin Netanyahou, c'est peut-être une comparaison entre le balagan, puisque Meir Habib parlait de Chakchouka, le balagan, le désordre qu'a connu la France avec la 4e République, et la stabilité obtenue en 58 avec la 5e République et De Gaulle. Oui, on peut faire d'une certaine manière cette comparaison. Je vois qu'il y a beaucoup de passion dans ce débat. Moi, je pense qu'il faut... la solution, c'est de redonner la parole au peuple pour qu'il puisse trancher. La démocratie est la meilleure des solutions. Permettre au peuple de s'exprimer à nouveau et de trancher cette question qui semble si complexe et si passionnelle est la meilleure solution quand on est une démocratie qui est vivante, saine. Redonner la parole au peuple, je crois, est la meilleure des propositions qui puissent être faites. Et puis
on aura le résultat et on en tirera mais les peut-être qu'on n'en conclusions. aura pas besoin. Peut-être qu'il y aura une majorité. Trop complexe. Peut-être qu'il y aura une Attendez, laissez juste le Lydia peuple terminer. doit avoir Parce le que vous avez dernier peur. mot. Non, mais l'expression du peuple par le vote, le suffrage direct est la meilleure solution. Mais ce Et n'est quand pas les le système sujets sont israélien, trop je suis complexes, désolé. trop Ce n'est pas passionnels, le système en Israël. redonner la parole au peuple pour qu'il puisse trancher et la voix de la démocratie et, me Mais en semble-t-il, la réalité, voix le de la peuple d'Israël a sagesse. déjà tranché. Daniel, qu'est-ce que vous imaginez? Pardonnez-moi, qu'est-ce que vous imaginez? Attendez. Qu'est-ce que vous imaginez? Qu'au fond, Netanyahou ne réussisse pas au bout des 13 jours à former sa coalition, qu'il remet donc sa copie à Reuven Rivlin, que Rivlin dit, ça va être Lapide qui va Il n'est pas récupérer, obligé de le faire, qui va mais tenter. c'est une Sans possibilité. doute, sans doute, c'est Lapide. Non, il peut le retenir Et à la de nouveau, Lapide n'y arrivera peut-être pas. Vous imaginez qu'il y arrive? Peut-être que oui, peut-être que pas. Moi, je n'ai pas plus d'informations que tout un chacun. Non, je me base sur les chiffres, les sondages, voilà. Non, mais il y a une possibilité de former un gouvernement majoritaire ou avoir une majorité qui n'est pas une majorité autour de Netanyahou. Mais est-ce qu'on n'a pas une occasion de changer de système? C'était ça ma question que je posais à Lydia Guérous. Dans la panique, changer profondément le Mais système. ça fait 4 élections que c'est la panique. Je suis désolé, mais c'est comme ça, c'est le système. Tout le monde était d'accord avec le système tant qu'il servait Benjamin Netanyahou. Et maintenant, il n'y arrive pas avec le système. Alors il faut changer le système. Peut-être qu'il faut changer Netanyahou. Mais je n'arrive pas. Peut-être aussi. Daniel Haïk. Je voudrais peut-être apporter. Mais je suis étonné parce que. Daniel Haïk, attendez, Maire. Daniel Je Haïk. voudrais peut-être apporter un élément historique. En 1996, c'est Benjamin Netanyahou qui l'a emporté, et à la suite de cela, il a pu former une coalition majoritaire sans aucun problème parce que la constellation politique lui permettait. En 1999, c'était Ehud Barak qui a remplacé Benjamin Netanyahou, qui a été élu au suffrage universel direct. Et à ce moment-là, il faut revoir la carte de la Knesset. Il y avait 60-60, il y avait une égalité. Et là, effectivement, le fait que le Premier ministre ait été élu au suffrage universel direct a permis, on va dire, de pousser certains partis qui étaient hésitants on va dire, du centre vers la gauche, ou en tout cas ont permis à Ehud Barak de former une coalition majoritaire qui n'a pas tenu longtemps, mais donc il y a quand même un impact. Le puzzle est un petit peu moins éclaté. Il y a quand même un impact au fait que le Premier ministre est élu par le peuple, parce que ça lui donne une légitimité, un poids politique bien plus important par rapport à cette élection du Premier ministre au suffrage universel direct. David À la proportionnelle. Par rapport à. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Meilleur Habib, un instant. Regardez ce qui se passe Un chez instant, nous en Meilleur, s'il vous France. plaît. David Anthony. Juste oui, par rapport à ce que vient de dire Daniel, une chose qui est sûre, c'est que si on regarde la configuration, on voit qu'à droite, s'il y a aujourd'hui, c'est peut-être un problème de personne, c'est peut-être un problème d'ego, c'est peut-être. Gideon Sa'ar, c'est quoi? C'est la droite. Il n'y a pas un problème de divergence de fond dans la droite aujourd'hui en Israël. Mais si, peut-être par ce biais-là, on peut arriver justement à faire basculer les choses, ça sera vraiment la logique. Si on arrive à la suite de cette peut-être élection et cette idée qu'a soumise Benjamin Netanyahou, ça sera la logique. Donc vous dites, Meir Habib, qu'est-ce que vous répondez à Daniel Sheikh? J'aimerais entendre Meir Habib sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'au fond, Netanyahou n'aurait-il pas dû jouer le jeu, puisque c'est ce que dit Daniel Sheikh, jouer le jeu encore les 13 prochains jours et puis rendre sa copie et attendre bien que le système fonctionne tel qu'il est jusqu'à présent, c'est-à-dire donner à Lapide ses chances? Non mais attendez. À mon avis, c'est ce qui va se passer. La probabilité qu'il y ait des élections est faible parce que Bennett rêve d'être Premier ministre. Gideon Sa'ar a la haine de Netanyahou. Et Lapide rêve d'être Premier ministre. Et il y a uniquement les intérêts personnels vont être plus importants que les intérêts de l'État, mais surtout le faire parler le peuple, la démocratie. Moi je dis c'est clair et c'est net. Le système n'est pas bon, je l'ai dit avant les élections, je le dis après, j'ai pas changé d'avis. Je considère qu'il faut s'inspirer du système américain, du système français, qui sont des systèmes qui fonctionnent. Une élection à 50,1, t'as gagné. C'est comme ça jusqu'à la prochaine. Et là au moins... Netanyahou aurait été à la première élection. S'il y avait un système comme en France, Netanyahou aurait été élu à la première élection. Mais je vous ai pas... Mais c'est pas un système. Attendez, Meir Habib, terminé. Attendez, Meir Habib, terminé. En France, il n'y a pas de problème. Ici, c'est un régime parlementaire. Et ce qui est intéressant... C'est comme ça que nous sommes d'accord. Attendez, laissez terminer Meir Habib. En plus de ça intéressant, chez nous en France, on a les élections législatives. J'ai été élu 2 fois, la chance d'avoir été élu 2 fois au suffrage universel direct, et des élections à la présidence de la République.
et chaque citoyen peut se présenter. Là, on ne va pas toucher au Parlement. Le Parlement, il est tel qu'il est. La majorité est à droite, à 66, et si je compte Lieberman, qui est malgré tout pas un mec d'extrême gauche, si ce n'est qu'il a la haine de Netanyahou pour des raisons personnelles, alors que la numéro 2, son parti, viennent être accusés de corruption avec des fonds qui ont été passés à son parti, mais personne ne le dit, la gauche ne dira pas. Ça les embête de le dire la vérité. C'est pas des bouteilles de champagne, c'est des millions et des millions qui ont été jugés, pas en procès, mais ça ne dérange pas la gauche. On va s'allier avec Lieberman. La seule haine, c'est Netanyahou. Et là, je dis aujourd'hui, ça suffit. Moi, je vois ça de l'extérieur en tant que parlementaire français. Bien pas sûr que j'ai de l'extérieur, mais ne soyez pas trop modeste. C'est ça la bague. Accessoirement, je suis aussi citoyen israélien, ne vous en déplaise, cher Danisek. Voilà. Justement. Voilà. Et donc, c'est moi qui dois vous le rappeler. Je vous dis aujourd'hui, mais je vous repose la question à l'un et à l'autre. Je vous repose la question à l'un et à l'autre. Mais Habib, est-ce que s'il y a ce changement-là, parce que je pense aux électeurs simplement qui nous regardent, qui en ont marre d'aller voter, est-ce que s'il y a ce changement-là, c'est enfin un gage de stabilité ? Puisque ce système qui a été en vigueur à la fin des années 90 et 2001 n'a pas été maintenu. Mais je vais vous dire, non mais parce que justement, c'est intéressant ce que vous dites, Benjamin Petrover. La différence, c'est qu'à l'époque, on mettait dans l'urne 2 bulletins. Là, il y aura un seul bulletin le même jour. À l'époque, on mettait 2 bulletins le même jour. Et la Knesset. Et donc, il n'y aura plus d'élections au Parlement, plus jamais. On n'élira que le Premier ministre. Aujourd'hui. Et après, on fait une élection directe pour élire un Premier ministre au suffrage universel direct, et après il y a un Parlement. Quitte à ce qu'il y ait une cohabitation. Quitte à ce qu'il y ait une cohabitation, ça nous rappelle la France. Bien. Pas Netanyahou, écoutez ce que je vais vous dire. Il y a la pub, il faut que je lance la pub. Il est possible que, mais si jamais les gens, si la gauche est sûre que le peuple ne veut pas Netanyahou, il virera Netanyahou. On en parle après la pub. D'accord. Merci beaucoup. Daniel Haïk, merci d'avoir été avec nous et pour vos lumières. On va parler dans quelques instants de l'autre info du soir. L'affaire Sarah Halimi, je vous l'annonce, n'est pas close. On l'apprend ce soir. Les avocats de la famille saisissent la justice israélienne. Pourquoi ? Eh bien parce qu'Esther, la sœur de Sarah Halimi, est israélienne. Qu'est-ce que ça change ? On en parle dans un instant avec nos GG. Moi tout de suite. Les grandes gueules Moyen-Orient sont avec vous comme tous les soirs. J'espère que vous allez bien. Avec nous ce soir, Daniel Sheikh, ancien ambassadeur d'Israël en France. Également David Antonelli, vous êtes conférencier et président de l'association Corse-Israël, auteur de cet ouvrage Retour d'une étincelle perdue de la Corse à Israël, où vous racontez votre histoire. Meir Habib est avec nous en direct depuis Paris, député des Français de l'étranger, que je salue également, ainsi que Lydia Guirouz, essayiste. Et je rappelle également, ma chère Lydia, votre dernier ouvrage que nous avons évoqué dans cette même émission il y a quelques semaines, Assimilation, en finir avec ce tabou français. Place tout de suite à notre débat à la une, avec des infos qui vont peut-être faire changer le cours des choses. La colère gronde toujours après la décision de la justice dans l'affaire Sarah Halimi. À Paris, Marseille, Bordeaux et jusqu'à Tel Aviv ou même Los Angeles, des rassemblements sont prévus ce dimanche. Ici ou là, des bus sont prévus pour affréter les participants, comme des bus qui partiront des Netanya pour arriver à Tel Aviv. Mais combien serez-vous vraiment à quitter votre télé ou votre ordinateur pour descendre dans la rue manifester ? C'est la question que je vais vous poser ce soir. Avec cette information que nous avons apprise il y a un petit peu plus d'une demi-heure et qui va peut-être faire changer le cours des choses. Les avocats de la famille saisissent la justice israélienne au nom d'Esther, la sœur de Sarah Halimi, puisque la sœur de Sarah Halimi est de citoyenneté israélienne. Quelles sont les chances d'aboutir ? Nous essaierons ça de voir dans les prochaines minutes. Peut-être l'un des avocats sera avec nous en direct pour comprendre la possibilité de faire appel à la juridiction israélienne pour peut-être
peut-être que cette affaire Halimi ne soit pas close. Mais Rabib, je vais rappeler quand même la décision de la justice française. L'assassin de Sarah Halimi n'est pas jugé car l'on considère qu'il a été victime d'une bouffée délirante qui ne l'a pas rendu maître de ses actes. Est-ce que ce recours vers la justice israélienne, même si on n'en sait pas plus, que cette annonce pour le moment est pour vous en tout cas un espoir pour que justice soit faite? C'est évidemment un espoir, mais ça se fera en Israël. Et moi, je suis député français, j'ai honte pour la France, j'ai honte pour mon pays. On se bat depuis des années. J'ai revu cet après-midi la question que j'avais posée au gouvernement en 2017. Je parlais déjà d'un déni. Quand le frère de Sarah Halimi, M. Attal, s'est confié pendant 1h30, j'y ai pas cru au début. Et personne n'y croyait. Mais il avait tellement de sincérité. Et une fois que j'ai vu ce qui s'était passé, on a voulu aller au bout des choses. J'ai demandé d'ailleurs à l'époque à J. William Gonadel, qui fait ce recours aujourd'hui, de s'occuper de cette affaire. Il a bien fait de le faire. Comment nous, la plus belle des démocraties, on va pas avoir une cour d'assises pour juger, alors que par exemple les États-Unis, sans faire de parallèles qui ne sont pas à leur place, mais à juger un assassin qui a tué un malheureux George Floyd en l'occurrence, il va avoir un procès. Chez nous, il n'y aura pas de procès pour Sarah Halimi. Et à cause d'une soi-disant bouffée délirante, qui l'a provoqué? Il s'est mis en état de ne pas être jugé. La juge n'a jamais fait de confrontation, elle n'a pas investigué le téléphone, elle n'a même pas demandé à l'avocat. Gilles-William Gonadel me dit qu'il a demandé pendant 1 an à être reçu par la juge, il ne l'a jamais vu. C'est un scandale, c'est une honte. Et tout le monde vient après en disant mais il fallait bouger. Mais j'ai hurlé à l'Assemblée, j'ai hurlé de partout pendant des années. Ah, la justice est indépendante. Elle est peut-être indépendante, mais elle est faillible et elle a failli. Et c'est une honte et c'est un scandale. Et j'ai honte pour la justice française. Je ne peux pas comprendre qu'un magistrat ait pu prendre une telle décision. C'est-à-dire pas qu'il y ait eu un procès, qu'il soit jugé, qu'il soit à la limite innocenté. Mais là, il n'y a pas de procès. Circuler, il n'y a rien à voir. Dans 2 ans, il sera libre. Et il pourra croiser la famille de Sarah Halimi. Mais où on a vu une chose comme ça? C'est un déni terrible de justice. Et j'ai honte pour mon pays. Alors on va nous dire, oui, vous parlementaires, vous faites la loi. On va la changer, évidemment, la loi. Mais elle ne sera pas rétroactive. Et c'est ça qui est dramatique. Et c'est pour ça que j'ai tellement de peine et tellement de douleur. Alors, bien sûr que si l'affaire soit jugée en Israël, c'est une bonne chose. J'aurais préféré qu'elle soit jugée, évidemment, en France. C'est un moindre mal, on va dire comme ça. J'aimerais que l'on voit ensemble la manière dont la presse en parle également, à la fois de l'indignation et puis à la fois de ces rassemblements qui sont prévus dimanche. Regardez par exemple l'article du Figaro de ce matin. Je vais prendre à partir le Figaro, c'est un exemple parmi d'autres. La communauté juive désemparée va poursuivre le combat. Lydia Guirous, est-ce qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui à considérer que ces rassemblements qui sont prévus dimanche sont vécus comme un événement pour la communauté juive et pas pour la communauté nationale? Alors c'est dramatique de dire que ça ne concerne que la communauté juive, parce que quand on est tué parce qu'on est juif, ça concerne tout le monde et ça concerne l'ensemble de la République. Donc moi je suis scandalisée, je me rappelle de ce tweet de Julien Bayou qui dit « Je comprends l'émoi de la communauté juive ». Non, c'est l'émoi, l'émotion de l'ensemble de la communauté nationale, qu'importe notre confession, qu'importe notre absence de confession et nos origines, on doit tous être émus et scandalisés par ce jugement. Il faut quand même rappeler ce que c'est. C'est une femme qui était médecin, qui a été torturée, défenestrée par un jeune homme. Ça m'a aussi rappelé le meurtre antisémite de Myriel Knoll, cette personne âgée. C'était aussi un meurtre antisémite et ça ne doit pas rester impuni. C'est pas parce qu'on fume un joint qu'on est irresponsable. Et ça ne concerne pas et ça ne doit pas concerner uniquement les personnes, les Français de confession juive, parce que ça voudrait dire qu'en fait, on est déjà rentré dans un système communautariste en France. Et ça, il faut absolument le rejeter. Et j'appelle à la mobilisation de l'ensemble des Français pour dire leur refus de cet antisémitisme qui revient de temps à autre. On sait qu'il y a un antisémitisme qui existe. Contre vous irez, vous, Lydia Guirous, à cette manifestation ? Qui est renforcé par un nouvel antisémitisme. Je vais faire en sorte de pouvoir être présente
présente à cette manifestation et j'appelle l'ensemble de mes concitoyens de toute confession à être présents à cette manifestation parce que Sarah Halimi, ça aurait pu être ma mère et on ne peut qu'être choqué, scandalisé et avoir une pensée très forte pour sa famille parce que le deuil va être extrêmement difficile à faire et j'aurais aimé que la justice envoie un message à travers cette décision mais en ce moment en France on a une justice qui envoie des messages qui sont désastreux. Je pense aussi à l'affaire de Viry-Châtillon avec ses acquittements qui envoie un message d'impunité envers les délinquants. Moi j'aurais aimé que Sarah Halimi devienne un symbole dans le monde entier comme l'est devenu George Floyd. On ne doit plus jamais voir ça, plus jamais. Et j'espère que ces manifestations rencontreront un succès international et qu'on se dira que la bête immonde est toujours présente et qu'il faut continuer à se battre et à se mobiliser contre l'antisémitisme partout. C'est très important ce que vous dites, Lydia. À la différence que George Floyd, il y a eu un procès, il y a une justice. Bien sûr, il va y avoir un verdict. Ce qui est dramatique, ce qui est tellement frustrant, c'est que Ilan Halimi, il n'y a rien eu de tout ça. Et j'ai revu la question au gouvernement. C'est pas le Premier ministre, c'est le Premier ministre qui aurait dû. C'est pour ça qu'il faut que ça devienne un symbole pour c'est pas le ministre de l'Intérieur, c'est pas le ministre des Affaires étrangères, c'est pas le porte-parole du gouvernement. C'est avec tout le respect que j'ai Jacqueline Gouraud, c'est Jacqueline Gouraud qui m'a répondu. Et maintenant, après coup, une fois que c'est terminé, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, ça fait des années que nous sommes mobilisés. Ça fait des années qu'on se bat. Alors justement, il serait temps de comprendre qu'il n'y a rien à attendre de l'État français, mais Habib. Je crois que là, si... David Antonelli. Moi, ce que je voudrais dire, je crois honnêtement... Attendez un instant. David Antonelli. Je vous ai laissé parler, écoutez ce que j'ai à dire, parce que je crois que vous trompez vraiment tous les deux, radicalement. Et c'est grave, parce qu'après tout ce que les Juifs en France ont vécu, et notamment je remonte même à l'affaire de Sébastien Selam en 2000, qui lui aussi a été assassiné par un barbare, et puis on l'a envoyé un petit peu faire un petit séjour à l'hôpital psychiatrique, et il était libre. Aujourd'hui, il croise tous les jours la mère du malheureux Sébastien Selam. Je l'ai rappelé. Alors voilà. Mais je l'ai rappelé à la télévision chez Cyril Hanouna vendredi dernier. Ce que je voulais dire, c'est que... moi qui ai obtenu du président de la République une seconde, mais Habib, justement. Oui, mais justement, on très bien que ça ne fonctionne pas. Il faut arrêter de quémander un amour de la France, un amour de la majorité des Français pour les Juifs. Il n'y en a pas. On voit très bien que les Juifs sont seuls quand ils sont touchants. Non, mais justement, c'est ça le problème. Un Juif, il est Juif avant d'être français. Non, ils ne sont pas seuls. Non, attendez, c'est des citoyens comme les autres qui doivent bénéficier de la justice comme les autres. On ne va pas faire une justice pour les Juifs. On voit très bien que ce n'est pas le cas. On voit très bien que tous les Juifs qui ont été assassinés en France ont été assassinés parce que Juifs et non parce que Français. Et ils sont peut-être jugés. Vous voulez dire que la justice ne suit pas? C'est ça que vous voulez dire? Elle ne suit pas. Et puis de toute façon, ils sont tués parce que Juifs, ils ne sont pas tués parce que Français. Sarah Halimi, une seconde, c'est très important. Ce meurtrier, quand il a tué Sarah Halimi, il a bien dit parce qu'elle est juive, il a prononcé des sourates du Coran, c'est pas parce qu'elle était française. Et vous verrez, il y avait la dernière fois un débat dans l'émission de Cyril Hanouna, où je ne sais plus comment s'appelle cette Garrido, je crois, qui a dit vous inquiétez pas, de toute façon ça va plus arriver ça en France. Elle a raison. Vous ne verrez jamais une Française défenestrée comme ça, quelqu'un parce qu'elle est française qui vient la tuer. Elle a été tuée parce que juive. Et aujourd'hui, on voit malheureusement que le caractère antisémite a été reconnu. Oui, mais il a été reconnu par la justice, le caractère antisémite. Pas tout de suite. Donc c'est peut-être pas ça le problème. Dans un premier temps, non. C'est-à-dire qu'il a fallu après que ça s'agite un petit peu pour finalement que le caractère antisémite soit reconnu. Mais finalement, elle n'a même pas été jugée, il faut se rendre compte. Donc aujourd'hui, quémander des choses de l'État français ou un amour qui n'existe pas, ou de la justice française, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, Daniel Chek, je vais entendre Daniel Chek là-dessus, pardonnez-moi, Meyer. Daniel Chek, aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Et surtout, attendez. Oui. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a certains silences. Silence d'une partie de la classe politique, silence aussi de certaines associations qui défendent habituellement les droits de l'homme. J'ai été par exemple assez choqué de voir qu'il n'y avait pas un mot, ni sur la page Facebook, ni sur la page Twitter de SOS Racisme. Bon, écoutez, moi je dois parler avec toute l'humilité du seul sur ce plateau qui n'est pas français. J'ai vécu en France longtemps, mais je n'ai pas la nationalité française, et il faut le dire. Mais je suis quand même un spectateur, disons, avec une proximité qui n'est pas normale pour un regard extérieur. Je suis tout aussi étonné, scandalisé du fait que la justice française n'a pas trouvé une meilleure solution pour cette affaire terrible de cette pauvre Madame Halimi.
et que ça se termine de cette manière. Mais je ne suis pas d'accord avec vous qu'il faut tout jeter à cause de ça. Je pense que la France... Combien de meurtres faut-il ? Laissez-moi terminer. Attendez, Daniel Chek. Vous aurez sans doute la possibilité de me répondre. Bien sûr. Je veux dire simplement que la France, justement, a su faire preuve d'une capacité de combattre l'antisémitisme dans certaines périodes et sur certains dossiers. Ce n'est pas que la France est systématiquement incapable de s'exprimer, y compris par des manifestations de masse contre l'antisémitisme. Donc, ce n'est pas radicalement impossible, c'est juste une défaillance qui est terrible aujourd'hui, parce qu'elle tombe sur un cas qui paraît tellement clair, honnêtement, tellement clair, ce n'est pas un cas limite. Donc, et il faut, je soutiens le mouvement de manifestation. Attendez, Meir Habib, attendez. Une seconde. Attendez, Meir, je vous donne la parole juste après. Et je soutiens évidemment l'émoi qui va se manifester dans ces manifestations internationales. Je trouve d'une grande tristesse que cela se limite uniquement à la communauté juive. Alors ça, c'est la vraie question. Regardez d'ailleurs, puisqu'on vous a posé la question aujourd'hui sur Twitter et sur Instagram, est-ce que vous allez participer à ces manifestations? Je vous rappelle qu'il y en aura à Paris, mais dans plusieurs villes de France, également en Israël, à Tel Aviv, également aux États-Unis. 64% nous disent oui, il nous reste un petit tiers quand même qui disent non, un tiers à convaincre, Meir Habib peut-être. Un gros tiers. Non, mais bien sûr qu'au-delà des problèmes de Covid, il ne faut pas quand même oublier qu'on est en période de pandémie et tout le monde doit aller à cette manifestation. Mais moi, je regrette qu'on soit obligé de faire des manifestations pour avoir un jugement. Il y a un assassin. Il n'y a pas eu de jugement pour l'attentat de la rue Copernic. Vous vous rappelez? Je l'ai rappelé aussi quand Raymond Barre a dit « Ah, on a voulu tuer des Français innocents, on a voulu tuer des Israélites, on a tué des Français innocents. » Il n'y a pas eu l'attentat de la rue des Rosiers, il n'y a pas eu l'attentat sur DJ Selam, il n'y a pas eu de procès. Il n'y a pas eu de procès à chaque fois, excusez-moi, j'ai ma langue a fourché. Il n'y a pas eu de procès. Ni à la rue Copernic, ni à la rue des Rosiers. Alors c'est quoi? C'est qu'il y a un malaise de la justice française à traiter ces questions-là? C'est quoi le problème? Mais je suis terrifié par les jugements de notre justice. C'est absolument scandaleux, c'est immonde, c'est invraisemblable, c'est pas digne de la France. J'ai honte aujourd'hui d'être français, de la France, de notre justice. Parce que on doit avoir une confiance absolue. La justice peut se tromper, mais au moins qu'il y ait un jugement. Et il n'y a pas eu de jugement. Circulaire, il n'y a rien à voir. Il y avait des experts qui n'étaient pas d'accord. Terminé, il n'y a rien. Mais c'est invraisemblable. On ne peut pas croire. Non seulement il n'y a pas de jugement, il n'y a jamais eu aucune mobilisation. Il n'y a jamais eu aucune mobilisation pour tous ces juifs assassinés en France. Il n'y a jamais eu de mobilisation. On voit très bien qu'il y a un problème. La famille a besoin de farce en deuil. Il a fallu se battre. Écoutez ce que j'ai dit en 2017. C'est l'histoire d'un déni, mais j'avais dit ça 3 mois après. Je pensais que ça allait s'éclaircir. Ça s'est assombri. Ça a été pire. On s'est d'abord battu pour reconnaître le caractère antisémite qui était évident. Allahu Akbar, il a traité de sale juif, elle rasait les murs, elle on est d'accord là-dessus. Meir Habib, on est d'accord là-dessus. En train de pleurer. On parle de la lutte ce soir. Meir Habib, on parle de la lutte ce soir. Lydia Guirous, quand vous me disiez tout à l'heure, vous allez vous participer ou essayer de participer à ces rassemblements. Lydia, comment vous comprenez le silence? C'est la question que je posais tout à l'heure à Daniel Chek, notamment des associations antiracistes, de SOS Racisme et d'autres, qui ne disent pas un mot, on ne les entend pas depuis une semaine sur cette affaire. Et je ne veux pas en citer d'autres, ils étaient beaucoup plus bavards. Totalement Mais bien sûr, ils sont totalement défaillants et depuis un moment et très mal à l'aise dès lors qu'il s'agit d'antisémitisme. Moi, je pense ils sont en fait de vieilles associations qu'il ne faut plus véritablement regarder ni compter sur eux. Et certaines sont tombées dans un islamo-gauchisme crasse qui ne trouve jamais assez d'arguments. Enfin, ils ont toujours une capacité à relativiser et à être dans le déni dès lors qu'il s'agit d'antisémitisme, d'autant plus quand c'est un antisémitisme qui est lié à ce nouvel antisémitisme qui est lui-même lié à la montée de l'islamisme radical en France, qui a une haine des Juifs. Et là, je ne vous apprends rien. Mais après, même à SOS Racisme, lorsqu'il y a eu l'assassinat de
Mais écoutez, SOS Racisme, moi ça fait longtemps que je considère que c'est plus une association sur laquelle on peut compter. C'est une association qui vit, qui est là historiquement, on la connaît, mais ne sert à rien en réalité. Donc je vois, moi honnêtement aujourd'hui, je ne vois pas à quoi sert SOS Racisme. Elle faisait des concerts Place de la République avec toutes les stars du showbiz de gauche il y a quelques années, très bien. Aujourd'hui et depuis quelques années, on se demande à quoi ils servent et où ils sont. En réalité, ils sont toujours là pour critiquer la République, pour critiquer la France. Ils sont même parfois dans l'importation de discours racialistes, indigénistes, toujours pour justifier, pour relativiser certaines choses, mais ils sont abonnés absents lorsqu'il s'agit de l'antisémitisme lié à la montée de l'islamisme radical. Mais je voulais rebondir sur une chose, lorsqu'il y a eu cet assassinat de cette octogénaire Myriel Knoll, il y a eu une grande manifestation. Moi, j'avais mobilisé les gens de mon parti politique de l'époque pour nous rendre à cette manifestation et il y avait eu une véritable émotion. Mais vous pensez que Sarah Halimi va autant mobiliser? Vous pensez que ce verdict va autant mobiliser? À chaque fois. Non, mais je l'espère, mais en tout cas, moi, je regrette et je suis consternée qu'il faille à chaque fois que ça devienne quelque chose de médiatique et qu'il faille une mobilisation importante pour qu'on puisse reconnaître le caractère antisémite, pour qu'on puisse reconnaître le caractère antisémite de ces affaires. Il y a parfaitement raison, mais ce que je voudrais, au-delà de la mobilisation, bien sûr qu'il y aura une mobilisation, mais ça suffit pas. Il faut changer la loi. Je veux un procès. On va la changer, la loi. Il nous faut un procès dans ce cas précis. Il faut une révision du procès, parce que la Cour européenne des droits de l'homme, là tu fais, je veux un procès en France. Je veux que alors tout soit justement, sur la table. Je veux savoir pourquoi les policiers ne sont pas montés. Justice n'a pas été rendue. Alors on réagit depuis le début de la semaine sur cette idée que justice n'a pas été rendue, mais l'info du soir, c'est quand même cette tentative des avocats qui savent ce qu'ils font. Ils ne font pas appel à la Cour européenne des droits de l'homme. Ils ont choisi. Attendez, Meir Habib, je vais le rappeler pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Les avocats de la famille saisissent la justice israélienne au nom d'Esther, la sœur de Sarah Halimi, qui elle est citoyenne israélienne. David Antonelli, c'est peut-être un espoir. On n'a pas de spécialiste ici en droit israélien, mais peut-être qu'il y a des chances de voir d'une certaine manière de nouveau le dossier sortir et pas s'arrêter avec cette absence totale de procès, de reconstitution. En tout cas, c'est peut-être un signe de voir que ces Juifs qui sont en France se tournent finalement vers Israël. Ils veulent saisir la justice israélienne pour finalement trancher. Donc on voit qu'il y a vraiment une souffrance et finalement un appel au secours, parce que ces personnes-là voient très bien que malgré... Et c'est dommage d'entendre Meir Habib vous dire je suis français, mais le problème on le voit depuis, et on peut remonter jusqu'à l'affaire Dreyfus. L'État français. Oui, je suis français. Non, mais Meir Habib, ok. Mais l'État français, la justice française et les antisémites et les antisionistes vont vous rappeler que vous êtes juif avant d'être français. Ils vous le rappelleront tout le temps. Et malheureusement, des fois, de la pire des manières. Donc, je suis français, juif, c'est indélébile l'un et l'autre. C'est lié. On peut être français juif, français musulman, français catholique. Mais Meir Habib, non, c'est une erreur. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Voilà. C'est une erreur parce que on peut. Non, pas du tout. On peut. Il faut pas. Mais par contre, je veux terminer. C'est justement de dire aux gens qui nous regardent, ce n'est pas une affaire juive, c'est une mobilisation qui devrait concerner tout le monde. C'est un verdict qui devrait concerner tout le monde. L'histoire et les éléments prouvent le point. Je termine juste, si je peux terminer. Un mot, David Antonelli, après Meir Habib. Je veux terminer. David Antonelli, attendez Meir Habib, s'il vous plaît. Je termine juste après Meir Habib, vous pouvez répondre, il n'y a aucun problème. Si on continue de croire que être juif, c'est une religion, on peut être chrétien, comme vous l'avez dit, et faire sa religion n'importe où dans le monde. On peut être musulman et faire sa religion n'importe où dans le monde. Mais il ne faut pas oublier que nous, peuple juif, on a une terre qui nous a été donnée, c'est la terre d'Israël. On est un peuple, on n'est pas des individus qui doivent vivre une religion n'importe où. Et malheureusement, les événements, l'histoire et les pays dans lesquels les juifs sont en exil nous le rappellent. Et ces assassins, et la justice française et l'État français ne cessent de le rappeler. Et si vous ne comprenez pas que vous êtes juif avant d'être français, eh bien malheureusement... Mais la République protège les Français de confession juive. C'est la réalité. Oui, mais est-ce qu'on peut penser justement que la République protège les Français, comme vous le dites? C'est ça la question. Ce que dit David Antonelli, et peut-être le sentiment partagé par d'autres. Arrêtons. Un mot. Ce qui a changé aujourd'hui, ce qui est important, c'est que depuis 1948, il existe l'État d'Israël que le certificat d'assurance vie du peuple juif. Et qu'en 1976, c'est un avion, c'est la Seyret Matkal, sous les ordres de Yoni Netanyahou, qui ont été libérés un avion d'Air France, qui a été pris à Entebbe, où on avait séparé les juifs
et les non-juifs, pas les Israéliens et les non-israéliens. Et c'est un commando qui a été prendre Eichmann à l'autre bout du monde pour le mettre devant un tribunal. Aujourd'hui, il va y avoir un procès en Israël. Alors, est-ce que les Israéliens vont amener Traoré pour être jugé à Jérusalem? Moi, je voudrais qu'il soit jugé en France, parce qu'il a commis son acte en France, parce que je veux avoir confiance encore en la justice de mon pays, et parce que je suis parlementaire français, et parce qu'on ne peut pas rester dans ce déni de justice. Vous verrez, Meir Habib, vous verrez qu'il ne sera pas jugé. Pour tous les Français. Vous verrez, vous serez encore déçus, et puis ça continuera comme ça. J'espère qu'on entendra les avocats justement nous dire leur stratégie. Je vais faire plaisir à Meir Habib. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que c'est peut-être une solution, l'extradition en Israël. Je pense d'ailleurs que les chances sont maigres parce que ni la victime est israélienne, ni l'accusé est israélien. Le crime n'a pas été perpétré en Israël. Je pense que les chances ne sont pas énormes. Mais de toutes les façons, je trouve que ce serait une mauvaise solution. Le problème, il est systémique en France. Et c'est la France qui doit affronter ce problème. Et vous trouvez qu'elle l'a affronté dans ce cas-là? Non, mais il ne faut pas arrêter à se battre. Mais si les avocats, c'est pour ça qu'on a Meir Habib au Parlement, à l'Assemblée nationale. Mais c'est un combat de tous les jours. Mais si les avocats ont cette démarche-là aujourd'hui, c'est peut-être justement qu'ils ont étudié tous les recours possibles en France. Mais la loi, par définition, n'est pas rétroactive. Oui. Mais est-ce que j'ai une question fondamentale? J'imagine, attendez-moi, vous ne répondez pas à ma question. J'imagine que si les avocats prennent cette démarche, c'est parce qu'ils ont bien vu que tous les recours en France ne sont plus possibles. Je ne suis pas certain. Mais Habib, j'ai une question fondamentale, vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui... bien fait. Une question. J'ai une question. Attendez, Meir Habib, attendez. J'ai une question, mais laissez finir Meir Habib. Et Francis Spinner, j'ai eu, il y a plusieurs jours où Gilles-William Goladel m'a annoncé son intention, et c'est une très bonne chose, parce qu'au moins ça met une certaine pression, et j'espère que ça va aboutir. Je dis simplement aujourd'hui, on ne peut pas rester silencieux. Tous les kamikazes dans l'histoire qui ont commis des attentats sont drogués avant. Tous les gens qui ont commis des attentats terroristes, y compris le 14 juillet, y compris au Bataclan, on sait qu'ils se droguent avant pour essayer d'inhiber leur peur peut-être de mourir. Et donc, depuis quand aujourd'hui, le fait de s'être drogué 5 minutes avant, une fois dans la vie, d'avoir été le moindre antécédent psychiatrique... Ça, on est d'accord là-dessus, Meir Habib. Ça, on le dit depuis une semaine, on est d'accord là-dessus. Voilà. Là, on parle de la lutte, on parle des réponses possibles, et on parle du fait aussi... Meir Habib, on parle aussi... Meir, s'il vous plaît. Et si le procès n'a pas lieu en France, il aura lieu en Israël. Voilà, non mais c'était ça aussi ma question. Et par rapport à ce que je demandais tout à l'heure à Lydia Guirousse, sur le fait que cette mobilisation semble aujourd'hui se cantonner à la communauté juive, à des porte-paroles de la communauté juive qui y réagissent, mais le reste de la communauté française, où est-elle? Est-ce qu'elle sera là dimanche pour manifester, pour comprendre que ce problème concerne toute la France et que cette décision de justice concerne toute la France? Il y aura beaucoup de monde dimanche, je vous rassure. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Je pense qu'il y aura l'ensemble de la communauté nationale qui sera représentée, l'ensemble de l'échiquier politique qui sera présent et représenté, qui s'est exprimé. Peut-être pas les islamo-gauchistes d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise, mais ils vont venir de manière très hypocrite pour se donner de bonne conscience, comme le dit Meir Habib. Mais on sait que leur sincérité n'est absolument pas là, parce qu'ils trouvent que pour Sarah Halimi, le jugement est tout à fait normal, recevable, mais quand il s'agit des Traoré, là, il y a un problème de justice, il y a un deux poids deux mesures avec eux qui est absolument scandaleux. Mais je crois qu'il y aura une mobilisation de l'ensemble des Français. En tout cas, si ce n'est pas le cas, ça sera un message qui sera envoyé, qui sera dramatique. Mais la lutte contre l'antisémitisme en France, elle se fait tous les jours. Lutter contre l'antisémitisme, c'est un combat quotidien. Je pense que le ministre de l'Intérieur est mobilisé sur ces questions. Tous les ministres qui se sont succédés sont mobilisés sur les questions. Il y a ce mal qui est là, mais on ne peut pas dire que la France soit antisémite. Et surtout, je ne crois pas que quand on est français de confession juive, on se sent, on doit quitter le pays, même si évidemment il y a des réalités qui sont dramatiques. Évidemment que dans certains quartiers, les Juifs sont obligés de partir parce qu'ils sont menacés, mais c'est lié à la montée du communautarisme. Ajouter un point important, Benjamin Oui, peut-être, mais évidemment, mais je crois qu'on est très heureux quand on est français de confession juive en France. La République, elle s'est faite aussi grâce à des juifs, elle se construit tous les jours aussi grâce à eux. Vous avez de très grandes figures et ça doit continuer parce que la France ne peut pas exister s'il n'y a pas de juifs en France. C'est lié à l'histoire de la France et de la République. En tout cas, il faut combattre continuellement l'antisémitisme, l'ancien comme le nouveau. Madame, je vais vous dire une chose. Les Juifs
ont un avenir quand même et j'espère ils ont un pays qui s'appelle Israël et ils vont pas passer leur temps à lutter contre l'antisémitisme en France et à quémander de l'État français et la justice française de l'empathie. Vous l'avez expliqué tout à l'heure. Voilà, vous l'avez expliqué tout à l'heure, David Antonelli. On a entendu les points de vue des uns et des autres là-dessus. Merci beaucoup. On a compris. On va pas relancer le débat, on l'a dit, on a fait il y a 5 minutes. Merci à tous. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci Lydia Guérousse. Merci Meir Habib. Merci David Antonelli. Merci beaucoup Daniel Cheikh d'avoir été avec nous ce soir. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Mathias Inbar et Défense. Quant à nous, on se retrouve demain soir pour nos dernières grandes gueules Moyen-Orient de la semaine. Nous aurons notamment comme invité Arnaud Klarsfeld qui appelle aussi à se mobiliser et à manifester dimanche. À demain.